souhaitons donc garantir un espace serein et convivial dans les échanges. Ces rencontres se font en présentiel, mais sont accessibles sur notre page YouTube, auquel je vous suggère d'ailleurs de vous abonner maintenant. Mais nous sommes également présents fatalement sur X, sur Instagram, sur LinkedIn, et également via notre site laïcité.be. Alors autour de la table aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Madame Latifa Aïdbala, députée au Parlement de la région Bruxelles-Capitale pour le MR, Madame Delphine Chabert, députée à la région Bruxelles-Capitale également, et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le PS, Monsieur Charles Osten, qui est attaché parlementaire pour Défi. Nous avons également la chance de recevoir Monsieur Nuno Ismaël, qui est le président des jeunes pour les engagés, Monsieur Antoine Herman, qui lui est conseiller communal à la Louvière, député au Parlement de Wallonie, député à la Fédération Wallonie-Bruxelles et chef de groupe au Sénat pour le PTB. Et nous attendons encore Monsieur Moussine, qui est député à la région Bruxelles-Capitale, qui normalement devrait arriver. Alors nous avons également la chance d'accueillir dans le public, je la cherche, voilà, Caroline Legrand, qui est la coordinatrice de l'association Jeunes et Aidants Proches, ainsi que Guillaume Peik, que je cherche aussi, qui est là-bas, qui est éducateur spécialisé au sein de la même structure et avec qui nous travaillons de façon étroite afin de tenter de faire avancer les choses. Il existe d'ailleurs un mémorandum intitulé « Une société plus juste pour les aidants proches », rédigé par l'ASBL Aidants Proches Bruxelles, Jeunes et Aidants Proches, et de l'équipe mobile prévention soutien aidance. Il est d'ailleurs devant vous, et il est également accessible sur leur site internet respectif. Nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet et contextualiser quelque peu la thématique des jeunes aidants proches. Ensuite, je poserai successivement 2 questions à nos représentantes et représentants politiques. Chacun et chacune aura environ 5 minutes pour répondre et je donnerai ensuite la parole à la salle. Sylvie, qui est ici présente, vous fera un petit signe quand il restera une petite minute. Je tiens à rappeler à nos représentants politiques qu'il ne sert à rien de s'interrompre les uns les autres car l'émission est enregistrée et seule la personne qui a le micro sera audible. Alors, qui sont ces jeunes aidants proches? Ce sont des enfants ou des jeunes qui ont jusque 25 ans et qui apportent une aide continue à un parent, un frère, une sœur qui se trouve dans une situation de dépendance à la suite d'un accident, d'une maladie physique ou mentale, d'un handicap, d'une addiction. Alors qu'ils sont enfants, adolescents ou jeunes adultes, ils ne savent bien souvent pas que cette spécificité de leur parcours de vie est reconnue et qu'ils sont des jeunes aidants proches. Les raisons qui expliquent pourquoi un ou une enfant assume ce rôle sont nombreuses. Citons notamment le contexte culturel, un sentiment de devoir, l'absence d'alternative, le sentiment d'amour envers le ou la bénéficiaire des soins, l'assignation à aider et soigner, le care comme on dit, très souvent pour les filles, le manque de ressources financières et pratiques au sein de la famille. Lorsque ces jeunes bénéficient du soutien nécessaire, prodiguer des soins peut constituer une expérience de vie positive. En effet, le vécu au quotidien des jeunes aidants proches permet souvent d'acquérir un niveau de maturité et une expérience dont ils peuvent être fiers. Toutefois, lorsque la charge de cet âge et la responsabilité qui repose sur eux devient excessive ou inappropriée, ils vivent un stress important, la fatigue, voire de l'épuisement. Les conséquences possibles sont le décrochage scolaire, le harcèlement, le redoublement, la réorientation scolaire, la perte d'amis, la perte d'estime de soi, etc., etc. Leur avenir professionnel se trouve fortement influencé par ces obligations, tout comme leur santé physique et mentale. Tout cela peut entraîner des coûts sociaux et des occasions manquées pour les jeunes aidants comme pour la société. En Belgique, une étude du SPF Santé publique de 2013 démontre que 9% de la population de 15 ans et plus prodigue au moins une fois par semaine, excusez-moi, je suis un peu perdu, de l'aide ou des soins à une personne en difficulté. En région bruxelloise, ce pourcentage atteint 18%. En 2017, une autre étude réalisée cette fois par notre ASBL Jeunes et Aidants Proches dans les écoles secondaires de la région bruxelloise et soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles a démontré que 14% des jeunes se reconnaissent comme des jeunes aidants proches, soit 2 à 3 élèves par classe. C'est tout bonnement énorme. Malgré ce constat, ces jeunes restent pour la plupart du temps invisibles aux yeux de la société et à l'exception de notre association partenaire Jeunes et Aidants Proches, il n'y a que très peu de structures, voire aucune, pour soutenir ces jeunes et leurs familles. Ce constat d'invisibilité me permet d'en arriver à la première question. Quelles sont vos propositions afin d'identifier ces jeunes qui passent trop régulièrement sous les radars et qui souvent ne se rendent pas compte eux-mêmes de leur situation? Je vais céder tout d'abord la parole à Madame Aïdbala, ensuite à Madame Chabert et ainsi de suite, pour terminer fatalement ici en attendant à Monsieur Herman. Et pour la seconde question, on repartira dans l'autre sens.
Madame Ibala, je vous en prie. Il vaut mieux que le micro parce que comme c'est enregistré. Et à chacun, je voudrais évidemment vous remercier pour cette invitation. Je crois qu'en amont, peut-être, avant de répondre finalement à votre question, je voudrais quand même souligner que la question des jeunes aidants proches, pour moi, elle s'inscrit dans une problématique beaucoup plus large, à savoir celle, au fond, des jeunes au sein de notre société. Quel est le rapport, en réalité, des jeunes, des moins jeunes, des enfants dans cette société? Et aujourd'hui, si on se pose cette question, c'est parce qu'à l'évidence, il y a des défaillances en termes de politique publique. Et je m'explique. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les jeunes en situation d'aidants proches, qu'il s'agisse d'enfants, de jeunes ou de moins jeunes, sont en difficulté par rapport à des droits qui, en principe, leur sont reconnus par la société. Et je pense en particulier à des droits fondamentaux, notamment, par exemple, le droit tout simplement à la scolarité, le droit de finalement s'émanciper, de grandir dans un cadre qui lui soit digne, sous la protection de ses parents. Malheureusement, pour quelques 10% et 14%, vous l'avez encore signé, en réalité, les chiffres, on les connaît pas réellement, puisque selon les études, on parle de 10, de 12 ou de 14%. Et donc, aujourd'hui, nous avons au sein de notre région de Bruxelles-Capitale, malheureusement pas suffisamment d'études, mais on sait qu'il y a environ 14% de jeunes qui sont dans cette situation assez critique. Alors, je crois que c'est aussi un ensemble qui n'est pas non plus monolithique. Et je pense que ça, c'est aussi un élément qui est important. Vous avez effectivement donc des jeunes qui se retrouvent dans ce groupe-là de population cible et qui sont effectivement en situation où le fait d'être jeune aidant proche, finalement, grève leur vie au quotidien et peut-être même leur avenir, alors que d'autres peuvent tout à fait vivre en tant que jeunes aidants proches sans que cela finalement n'ait un impact sur leur vie au quotidien. Et si je tiens effectivement à le souligner, c'est parce que nous avons eu l'occasion, et je remercie aussi les associations, il y en a que deux en réalité en région Bruxelles-Capitale, une pour les jeunes aidants proches, l'autre pour les aidants proches, qui effectivement donc fait un travail colossal, mais malheureusement il n'y a qu'en réalité une seule association qui plus est pas suffisamment soutenue par les pouvoirs publics. On sait qu'elle obtient des subsides pour de la COCOF en particulier pour mener sa mission auprès de ces jeunes aidants proches, mais il en faudrait évidemment davantage. Alors pourquoi est-ce que ces enfants finalement passent sous les radars? C'est parce que je crois que fondamentalement ces enfants interviennent dans le cadre finalement de la famille, dans le cadre privé. Ça, c'est déjà évidemment, c'est exactement, je ferai le parallèle avec les violences faites aux femmes. Si finalement on ne connaît pas suffisamment la problématique, c'est aussi parce que les choses se passent dans un cercle familial et que par conséquent, s'il n'y a pas des adultes en réalité pour identifier la problématique, eh bien c'est évidemment compliqué pour pouvoir les identifier. Alors je crois que le premier lieu potentiellement d'identification serait, à mon sens, le cursus scolaire. Et je pense en particulier au centre PMS, qui devrait être, ou en tout cas, même si on sait bien qu'ils sont là aussi pour participer à l'émancipation de nos écoliers, de nos élèves, ils devraient pouvoir aussi être capables d'identifier là où le bas blesse avec certains enfants qui, malheureusement, ne peuvent peut-être pas suivre correctement leur cursus scolaire. Je pense aussi, et nous avions d'ailleurs déposé une proposition de résolution au niveau du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale pour qu'il y ait un plan global de sensibilisation et de prise en charge justement des aidants proches, mais aussi évidemment des jeunes aidants proches. Malheureusement, cette proposition de résolution n'a pas été retenue. Néanmoins, une des propositions que nous avions formulées, c'est aussi d'avoir un référent aidant proche dans chaque commune. On songe aussi, par exemple, dans le cadre du plan social santé intégré, la possibilité d'avoir un référent dans le cadre de ces plans social intégrés, parce qu'aujourd'hui,
Bon, il n'est pas encore en application, mais lorsqu'il le sera, il est question qu'il y ait des contrats locaux sociaux intégrés. Il devrait y en avoir 55 sur la région de Bruxelles-Capitale. Aujourd'hui, il est question qu'il y en ait 18. Il y en a 9 en cours de mise en place. Et je pense que dans ce cadre-ci, on peut aussi envisager qu'il y ait des référents au niveau local, parce que je crois que le travail doit se faire au niveau de la proximité. Je crois que mon temps est... voilà, donc j'en ai terminé pour l'instant. Merci. Madame Chabert, je vous en prie. Merci. Mais merci pour l'invitation. C'est vraiment un sujet important. Pourquoi ? Parce que il y a de plus en plus de personnes aidées. On pense évidemment au vieillissement, qui est important dans nos sociétés. On pense aux questions de... Moi, je voudrais insister sur les questions de santé mentale, d'invalidité de manière générale, mais surtout d'invalidité pour des raisons de santé mentale. Et donc, ce sont des personnes qui ont besoin d'être aidées. Donc, s'il y a plus de personnes aidées, il y a de plus en plus d'aidants. Et s'il y a de plus en plus d'aidants, il y a de plus en plus de jeunes aidants. Et vous avez dit dans votre introduction, Gilles, que, en effet, les conséquences sont lourdes. Et est-ce que c'est à un enfant de prendre en charge des choses aussi lourdes ? Non. Et donc, il faut aider, je pense, fort soutenir ces solidarités intrafamiliales et en même temps défamilialiser, je ne sais pas trop si ça se dit, en rendant accessibles des services qui vont soutenir ces jeunes aidants. Alors, on a pas mal avancé quand même dernièrement sur les aidants proches de manière générale, puisque vous saviez qu'il y avait une loi de 2014 sous Maggie de Bloch, mais où les arrêtés royaux ne sont jamais sortis, donc il y avait une reconnaissance, mais théorique, il n'y avait pas de droit. Donc ces arrêtés royaux sont enfin sortis en 2020, mais c'est pour les adultes, mais alors je vais y revenir, il y a un flou sur les jeunes, mais qui ont quand même permis d'avancer, et il faut aller beaucoup plus loin, sur la question, notamment pour les adultes aidants proches, d'avoir accès à un congé rémunéré, etc. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est insuffisant, puisque voilà, c'est 3 mois, etc., renouvelables, mais on a quand même avancé, mais on n'a pas assez avancé sur les jeunes, et c'est vraiment important qu'on en parle aujourd'hui. Il y a beaucoup de manques. Je lisais les chiffres, mais vous les avez dit, c'est pas grave. Alors, la question de l'identification, je pense qu'elle est essentielle, mais elle est à 2 niveaux. Déjà, que les jeunes eux-mêmes, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation sans en avoir conscience. Et je pense que même une réflexion sur le terme aidant proche, ici, on sait tous que c'est... moi, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes qui sont dans ces situations-là parce que, notamment, et souvent c'est le cas, un parent, une maman a le cancer, des choses comme ça, avec des trucs très lourds. Ils ne savent pas qu'ils sont aidants proches, et même souvent des adultes ne connaissent même pas le terme. Donc, il y a un travail de sensibilisation à faire auprès des jeunes eux-mêmes, et puis auprès de tous les professionnels, des adultes qui les rencontrent. Et donc, pour ça, il faut aller dans les lieux de vie des enfants et des jeunes. Alors, le premier lieu de vie, ça a été dit par la TEFA, et forcément, c'est l'école. C'est l'école. Et donc, il y a tout un travail qui doit être fait par les centres PMS en premier. Je ne pense pas que ce soit aux enseignants de faire ça. Je pense qu'on peut sensibiliser les enseignants à détecter, tiens, il y a de l'absentéisme, il est un peu la tête il est moins concentré, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Souvent, ce sont les éducateurs dans le secondaire, qui ont accès à ces informations-là, qu'il se passe quelque chose à la maison qui est lourd pour le jeune. Et donc, il faut agir, je pense, à l'école via des PMS essentiellement. Et on pourrait... Donc, une réforme est en cours pour revoir un peu la gouvernance et l'organisation des centres PMS dans les écoles. Et donc, déjà sensibiliser ces PMS-là pour que ça peut être... Et de manière directe, je pense qu'il faut parler aux jeunes. C'est pas envoyer des mails ou des petits courriers dans les cartables. Ça ne marche pas, on le sait. C'est aller dans les classes et dire, si tu es dans cette situation-là, pof, 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 viens me voir. Donc, une manière beaucoup plus proactive des CPS vers les jeunes. Je pense aussi on a voté dernièrement un texte fort sur la lutte contre le harcèlement à l'école. Ça n'a pas à voir, et en même temps, si, un peu. Et dans le cadre de ce texte de ce décret qui va outiller les écoles à lutter contre le harcèlement, on a prévu la création d'un observatoire du climat scolaire qui, pour le moment, a cette fonction de outiller, accompagner, informer et prévenir les situations de harcèlement. Moi, je plaide, et ce sera pour la prochaine législature, qu'on étende les missions de cet observatoire du climat scolaire à 2 choses. La question de la santé mentale des jeunes, puisque c'est, je pense, aujourd'hui une des premières causes de décrochage, ce sont des questions de santé mentale. Il faut que j'aille beaucoup plus vite.
et de mettre la question des aidants proches dans cet observatoire du climat scolaire, qui a pour fonction de faire du reporting, identifier, voir ce qui se passe et d'outiller les adultes. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, évidemment, il faut sensibiliser, je le disais, l'ensemble des professionnels qui sont en contact. Alors, il y a les enseignants, beaucoup qui voient les jeunes. Il y a tout le milieu extrascolaire. Je pense que c'est essentiel aussi d'avoir une action vers tous ces professionnels-là, que ce soit dans les camps scouts, dans les centres sportifs, dans les centres culturels, pour dire si tu remarques un peu d'absentéisme, qu'il n'est pas bien, etc. C'est peut-être ça, et alors réorienter vers des services ad hoc. Je pense qu'il faut avoir une attention particulière sur les filles, dont on sait qu'elles sont plus dans ces situations d'aidance et que sur les questions des professionnels en première ligne, je rejoins entièrement ce que disait Latifa. Sur Bruxelles, on a toute une réforme qui va organiser la première ligne. Le PSSI, ça s'appelle Plan Social Santé Intégré, les contrats locaux social santé intégrés. D'intégrer cette question des aidants proches, de l'identification dans les PSSI, ce serait extrêmement efficace. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est les mutuelles. Souligner le rôle des mutuelles, qu'elles aient une approche beaucoup plus proactive, parce que aujourd'hui, si vous êtes aidant proche, jeune ou moins jeune, vous pouvez... vous devez, si vous voulez avoir la reconnaissance, faire une démarche, etc. Il y a une enquête, etc. Mais plein de personnes, et encore plus les jeunes, qu'est-ce qu'un jeune connaît le fonctionnement d'une mutuelle? Donc avoir des démarches beaucoup plus proactives des mutuelles, j'étais un peu longue. Voilà, et je m'arrête. Merci beaucoup. Et je répondrai aux questions. Monsieur Osten? Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là aujourd'hui, notamment parce que c'est un de mes premiers débats. Et est-ce que c'est vraiment un débat? Parce que je pense que chaque fois qu'on s'est retrouvés autour de la table pour parler de ce sujet-là, on était plutôt d'accord. Donc, quand tu as évoqué la possibilité que je participe à ce débat, j'étais vraiment très enthousiaste pour la bonne et simple raison que j'ai été moi-même jeune aidant proche. Je vous rassure, je ne vais pas me livrer à un témoignage personnel, mais de manière générale, quand j'ai eu l'occasion de lire ce mémorandum, je suis arrivé à des constats que j'avais faits personnellement auparavant l'expérience. Et ce sont des choses assez simples, hein, mais je me rappelle qu'un jour... J'étais face à un ami et il m'a dit « Oula, il serait temps que tu ailles chez le coiffeur, toi. » Je ne m'étais même pas rendu compte, parce que je passais mon temps à m'occuper de la personne proche de moi, que je n'avais plus été chez le coiffeur depuis 3-4 mois. Et je ne me rendais même pas compte. Et donc ce statut d'aidant proche, qu'on soit jeune ou qu'on ne soit pas jeune, hein, peu importe, enfin peu importe non, mais en tout cas, c'est de façon générale... c'est quelque chose que j'ai découvert quand je suis allé en visite à la Casa Clara. Je savais pas que j'avais été aidant proche, en fait. J'ai pu mettre un mot sur quelque chose que j'avais vécu et en écoutant les personnes, je me dis mais ça je connais. Ça je l'ai vécu et j'ai été assez sensible et donc c'est pour ça que je suis ravi de m'asseoir à cette table aujourd'hui. Il y a 2 chiffres qui m'ont marqué dans ce mémorandum. Bon, là, on aborde la question générale des aidants proches, mais c'est par exemple 29 000 aidants proches qui se sont déclarés. 29 000, c'est pas 12% de la population. C'est pas 12% de la population. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail énorme à fournir pour la question des aidants proches, mais également pour les invisibiliser, les personnes comme les jeunes qui, en fait, ne le savent même pas, n'ont pas accès à cette information. Il y a plusieurs choses à mettre en place, à mon avis. Donc, je pense qu'il y a une question de formation, ça c'est clair, de sensibilisation d'autre part, mais également d'accompagnement. Et ça se fera par certains canaux privilégiés qu'on a identifiés depuis longtemps. L'école. Je pense que vous en avez parlé toutes les deux. C'est un vecteur principal. Il y a des années, quand on parlait d'éducation civique ou d'éducation à la citoyenneté, il y a des gens qui levaient les yeux au ciel et qui disaient à quoi bon, à quoi ça va servir. Mais je pense que c'est le cas. C'est dans ce genre de cadre qu'on peut exploiter la question des aidants proches, parce que beaucoup de gens, et surtout des jeunes, vont se reconnaître là-dedans. On a donc les cours d'éducation à la citoyenneté, mais il y a également la formation initiale des enseignants. Il y a les assistants sociaux qu'il faut former sur la question
parce qu'ils sont confrontés en permanence à ce sujet-là. J'en parlais encore récemment avec un ami qui lui-même est assistant social et qui rencontre quotidiennement ce cas dans son bureau. Il y a le statut des cohabitants. Ça, c'est quelque chose qu'on ne verbalise pas assez, mais faut-il le supprimer, l'adapter? En tout cas, il faut le mettre à la hauteur de ces réalités. Il y a aussi la répartition de cet argent épargné par les aidants proches, finalement, qui ne font pas peser sur le système toute l'aide qu'ils apportent, finalement. C'est autant d'économies. Comment cet argent est redistribué? Alors, la couverture sociale est quelque chose de très large, très vaste. Faut-il imaginer une branche supplémentaire qui serait une couverture autonomie, voilà, qui s'adapte justement à ces réalités-là? Voilà, écoutez, il y a donc du chemin qui a déjà été fait depuis 2014, on peut le considérer. En tout cas, moi je suis ravi d'être là pour en discuter, notamment quand on peut parler de consensualité, parce que c'est comme ça que j'ai démarré, c'est vraiment quelque chose, pour le voir chaque jour au Parlement, en commission sociale santé par exemple, ou en commission enseignement, notamment en commission égalité des chances, parce que on l'a dit, mais je le répète, c'est quelque chose de très genré. 85% de femmes quand même. Donc voilà, le sujet est sur la table, je suis ravi qu'on puisse s'en emparer et je vais passer la parole à mon... Merci Monsieur Osten. Monsieur Nuno, à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, désolé, c'est Elisabeth de Grise qui était annoncée. Elle aurait bien mieux fait ça que moi, elle était vice-présidente des mutualités, donc de la mutualité chrétienne, donc voilà, pour un empêchement un peu à la dernière minute, je la remplace donc je la supplée, j'essaierai de faire ça bien, soyez un petit peu indulgents. Mais donc, je vais essayer de bien structurer la manière avec laquelle je vais répondre, parce que on a deux questions qui nous ont été envoyées à l'avance, et la deuxième traite plutôt des solutions structurelles qu'on veut mettre en place pour répondre à ces questions. Donc, si je n'en parle pas cette fois-ci, c'est pas que je les oublie, c'est vraiment que je veux aujourd'hui me concentrer sur la question de l'identification et de l'information. Donc, ça a été dit. Les aidants proches, pour moi, c'est une question majeure sur la question de comment on structure notre société, comment on reconnaît le travail. Je sais que c'est absolument pas la même chose, mais par exemple, c'est comme le volontariat, en fait. C'est tous ces gens qui contribuent de manière bénévole à un travail qui pourrait ou devrait peut-être être fait par la collectivité et qui apporte une vraie richesse à cette société. C'est ces gens qui créent de la cohésion sociale, de la cohésion intergénérationnelle, et aujourd'hui on n'est pas capable de les reconnaître et on n'est pas capable de mener un débat sur ce qu'on veut en faire, parce qu'effectivement ici on est assez d'accord sur le fait qu'il faut mieux informer, sensibiliser, mais comment est-ce qu'on pourra faire un pas suivant pour, au-delà d'informer et sensibiliser, reconnaître et valoriser? J'y reviendrai donc dans la deuxième réponse. Donc qui sont-ils? Donc c'est des jeunes qui ont jusque 25 ans, l'âge moyen c'est quand même 12 ans. 12 ans c'est excessivement jeune, et 14% des jeunes sont des aidants proches. Ça veut dire, dans une classe, vous avez entre 2 et 3 élèves qui viennent en aide de manière continue et régulière à un proche. Je pense que ça donne quand même une assez bonne image sur le fait de se dire que ces élèves dont on se dit qu'ils peuvent peut-être être en décrochage ou qui foutent rien ou qui font pas leur devoir, parfois il y a certainement quelque chose à aller chercher derrière, et ça viendra donc dans la question de l'information. Je pense qu'il y a 3 enjeux majeurs, c'est pas moi qui les invente, mais c'est l'enjeu de l'information, l'enjeu de la reconnaissance et l'enjeu du répit. Donc ici je parlerai plutôt de la question de l'information et un petit peu de la reconnaissance, et le répit j'y viendrai juste après. Je pense qu'il y a une dernière chose qui entre en jeu dans la question des jeunes aidants proches, c'est les changements de nos structures familiales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de familles recomposées, on a de plus en plus des enfants tard, et donc en fait, mine de rien, quand on prend en compte le fait que l'âge moyen de vie en bonne santé, c'est 64 ans, si vous faites un enfant à 44, 45 ans, si vous avez encore des enfants à ce moment-là, mais votre enfant va beaucoup plus rapidement être amené à devoir vous aider, de manière lourde ou non, mais en tout cas, les jeunes seront de plus en plus amenés à devoir devenir des aidants proches. Et on doit absolument l'avoir en tête. Alors concrètement, premier plan, c'est l'information. Je vais un petit peu répéter ce qui a été dit, mais vraiment c'est important de le rappeler. L'information et donc la formation aussi des professionnels de santé, les professionnels de l'aide psychologique, l'information des professionnels de l'accompagnement social. On a beaucoup parlé de l'école, donc des centres PMS, c'est évidemment important, mais aussi dans les universités et les hautes écoles, les centres d'aide sociale. Je veux dire, tous ces services sociaux doivent aussi pouvoir mettre le doigt sur une situation qu'on n'arriverait pas à définir, nous, d'aidance proche.
Les professionnels de l'enseignement, alors effectivement, c'est certainement pas leur tâche première, mais comme je le dis, quand vous avez 2 à 3 élèves dans votre classe qui sont des aidants proches, un enseignant doit en être conscient, doit avoir juste connaissance de la problématique et pouvoir aussi mettre le doigt dessus si elle existe et pouvoir avoir une discussion avec son élève. Je pense qu'il s'agit aussi de la responsabilité de l'enseignant, pas lui de former ses élèves en disant ça existe, mais au moins d'avoir cette information pour pouvoir travailler de manière plus individualisée avec chaque élève quand c'est nécessaire. L'information des jeunes, au final, et puis une question d'information et de campagne de manière plus large. Ça vient directement du mémorandum, donc de l'ASBL Aidants Proches, mais donc une campagne large d'information, parce que plus on fera un tir large, je vais le dire comme ça, plus on permettra à chacun. Il y a une vidéo de Guillaume qui avait été faite par la Mutualité Chrétienne, je crois, là-dessus, et en fait, il se rend compte, ah mais en fait, tu as l'air fatigué, c'est ce que tu disais, hein, donc tu as l'air fatigué, t'as pas fait ça. Ah mais en fait, tu aides ta mère, ah oui, elle est chiante, et en fait, non, il se rend compte qu'il est aidant proche, et puis personne ne sait ce que c'est que d'être aidant proche quand on a 12 ans. Alors que c'est l'âge moyen. Et donc vraiment, il faut absolument sensibiliser les jeunes, mais tous les autres, pour que peut-être quelqu'un d'autre puisse dire à ce jeune, et au fait, tu te rends compte que ta situation, c'est pas une situation normale, c'est pas une situation classique, c'est normal que tu aies des difficultés, et donc peut-être créer des lieux de discussion aussi, comme c'est demandé, proposé auprès des élèves, auprès des éducateurs, auprès des enseignants, auprès des lieux peut-être neutres de discussion, c'est super important. Je pense que là, vraiment, il faut qu'on puisse... peut-être effectivement créer une plateforme centralisée d'aidants proches, mais ça ce sera plutôt dans les solutions. Il y a la question de la reconnaissance. Je vais vous donner rapidement, il me reste 1 minute, 30 secondes, un bonus donc sur la question de la simplification, parce qu'on peut informer tout ce qu'on veut, mais si ça ne marche pas, on ne saura rien faire. Et donc là aujourd'hui, il faut absolument qu'on simplifie le paysage institutionnel à ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est normalement, selon la loi spéciale de réforme institutionnelle, les communautés qui sont compétentes pour l'aide aux soins. Aujourd'hui, c'est le fédéral qui a mis sa loi de reconnaissance parce que lui est compétent sur le pied de la sécurité sociale. On a aussi en fait les communes et les provinces qui peuvent attribuer des primes supplémentaires aux aidants proches. Et finalement, on a les mutuelles qui agissent aussi comme acteurs. On a d'autres acteurs associatifs. Mais donc là, il va peut-être falloir simplifier le paysage institutionnel, comme on le demande beaucoup pour la santé, de manière large, mais pour être capable d'avoir des mesures plus ciblées, plus efficaces. Et vraiment, donc la question aussi, je crois, qui est peut-être annexe, et je termine par là, chez les engagés, on va absolument refinancer la prévention. Et je crois que la question de mieux identifier, mieux reconnaître et mieux faire comprendre à des jeunes ou à des personnes tout simplement qui sont aidants proches, ça participe à la prévention. Sur la question des troubles de la santé mentale, je pourrais y revenir après, des troubles aussi physiques, parce que prendre soin de quelqu'un, c'est compliqué. Et donc voilà, ça participe aussi à cette question de politique de prévention qui doit être valorisée. Merci beaucoup. Monsieur Herman, à vous. Merci pour l'invitation, tout d'abord, et merci aux associations qui travaillent dans le secteur, puisque c'est effectivement un problème qui est peu connu, évidemment. Alors, la première chose que je n'ai pas entendue chez mes prédécesseurs, c'est le constat qu'il n'est pas normal qu'un enfant doive s'occuper d'un proche qui est dans les difficultés. La place d'un jeune, c'est à l'école. La place d'un jeune, c'est d'étudier, c'est de faire des études, c'est d'avoir du temps libre. Ça fait partie des droits fondamentaux des jeunes, de vivre d'avoir une vie convenable et émancipatrice, et pas du tout, finalement, de s'occuper de problèmes, d'un échec, finalement, de la solidarité qu'on a construite dans cette société, d'un échec des mécanismes et des politiques qui ont été mises en œuvre depuis ces 30 dernières années. Donc si on a un jeune sur six qui est dans une situation où il doit en fait pallier les problèmes et les aides qui ne sont pas présentes dans la société, on a un problème. On a un vrai problème dans cette société, et je trouve que ça doit être dit, et il n'est pas du tout normal que finalement, en bout de course, le jeune, le mineur, j'ai lu aussi 12 ans, à partir de 12 ans, qu'on doit s'occuper d'un membre de sa famille, c'est tout à fait incroyable et pas du tout normal. Alors, pour nous, donc j'entends bien, j'y reviendrai, on a parlé de l'importance de l'enseignement, évidemment, puisque c'est là qu'est le jeune, mais le problème doit évidemment être pris en amont. Il y a énormément d'économies qui ont été faites dans la sécurité sociale ces dernières années. On prévoit encore 27 milliards d'économies, vous l'avez entendu, avec les nouvelles règles européennes. Et donc tout ça ne va pas améliorer les structures sociales qui, aujourd'hui, existent ou qui devraient exister.
On a aussi parlé du paysage institutionnel, et c'est vrai, hein, tout ce découpage de compétences entre régions, communautés n'aide évidemment pas la situation, mais l'aspect principal, c'est le manque de moyens dans toute une structure de solidarité. Et le premier point que je voudrais aborder, et j'y reviendrai aussi après, c'est la question de la médecine de première ligne. Parce que le médecin généraliste est en contact, connaît de manière intime les familles, les personnes. Et donc le manque de médecins généralistes en Wallonie, je pense que ça touche Bruxelles aussi, est un véritable problème. Et le fait que la santé aille vers les familles, à notre avis, est un élément clé dans l'affaire. Donc qu'on puisse vraiment accompagner les familles, qu'à partir de la première ligne, à partir de la médecine de première ligne, on puisse avoir des professionnels qui peuvent aider les familles avec des aides spécifiques en fonction des différents problèmes. Pour nous, c'est vraiment un des rôles clés que peut jouer cette première ligne. J'y reviendrai plus tard. Il y a donc la question aussi dans cette médecine de première ligne, la question du rôle des maisons médicales est aussi importante. Il y a une évolution là-dedans, on le voit ces dernières années. Au niveau du PTB, on milite pour ces maisons médicales depuis 50 ans, mais je vois qu'en Wallonie, par exemple, il y a plus de maisons médicales qui sont construites. La ministre en parle, elle aussi, de plus en plus. À Bruxelles, je pense on est beaucoup plus loin dans le développement de ces maisons médicales. Il y a des politiques qui sont prises, par exemple, pour qu'il y ait dans les maisons médicales des assistantes sociales ou des assistants sociaux. Ça existe en Wallonie. Il y a maintenant dans la moitié des maisons médicales un mi-temps assistant social, mais dans le mémorandum de l'association de défense des maisons médicales, donc ils mettent en avant le fait que c'est évidemment pas suffisant, qu'il faudrait qu'il y en ait partout. Il faudrait renforcer ce dispositif, puisque les assistants sociaux peuvent aider alors les professionnels de la santé à trouver les réponses qui correspondent aux situations de chaque famille, aux situations de chaque aidant proche, jeune aidant proche. Alors évidemment, je ne peux pas ne pas parler évidemment des écoles, mais la situation dans les écoles, j'ai été prof pendant plusieurs années, dont 2 ans à Châtelineau, dans la région de Charleroi. Et donc, la situation d'enseignement, donc on a un des enseignements où il y a le plus de ségrégation sociale, et les jeunes justement qui ont des difficultés suite au fait qu'ils doivent s'occuper de proches, se retrouvent vite relégués dans certaines écoles. Et on a des écoles, parce qu'on parlait de ah pardon, je dépasse. Moi, je reviendrai là-dessus après. J'ai plein de choses à dire. Mais voilà, la situation de l'enseignement n'est pas du tout rose. La situation des PMS, ils sont dans des difficultés énormes pour suivre les jeunes. Et donc, il y a un véritable manque de moyens, mais j'y reviendrai dans la suite. Merci. Sûrement. Monsieur Moussine ? Je vous remercie. Et moi, je lance mon chrono, comme ça, vous n'aurez pas à me faire signe. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie de votre invitation. Et la question des aidants proches, elle est souvent abordée. Et moi, en tout cas, j'ai pu l'aborder sous 2 angles dans le passé. Le premier, c'était sous l'angle des personnes âgées. En fait, on avait une vraie question sur les aidants proches et la question des maisons de repos et de soins. Et là, en l'occurrence, ça rejoint un peu les jeunes. C'était souvent les femmes qui portaient, et c'était le cas de le dire, le poids de l'accompagnement, non seulement parfois de leurs conjoints, mais aussi des parents des conjoints dans certains groupes sociaux. Et donc, on voyait un point énorme. La deuxième fois, c'est sur la question du handicap. On a vu beaucoup de parents venir au Parlement bruxellois et à la COCOF nous expliquer à quel point c'était lourd. Et la question des jeunes est très rarement abordée. Et en recevant votre invitation, j'ai repensé à un événement lorsque j'étais conseiller communal à Saint-Josse. Il y avait eu une expulsion d'une maison, d'une famille, et la maman avait des problèmes de santé mentale. Et je me souviens encore une jeune fille qui est arrivée, qui revenait de l'école avec ses 2 frères et sœurs. Elle devait avoir 16 ans, et c'est elle qui a géré
qui a géré l'expulsion, qui a été en contact avec les CPAS, eh bien, je dois vous avouer, à ma grande honte, à aucun moment je ne l'ai considéré comme une aidante proche. Je l'ai considérée comme une fille qui aidait ses parents. Et je trouve que donc mettre la lumière sur cette question-là, elle est essentielle, et elle pose vraiment la question du rôle dans une famille. C'est vraiment ça, en fait, la question. Je pense que beaucoup de gens estiment que c'est de leur devoir d'assurer cette mission. Qu'on soit enfant, qu'on soit mère, qu'on soit grand-mère, on estime que c'est son devoir. Et donc, il y a vraiment aussi un travail qui devra être fait au niveau de la perception de son rôle au sein d'une famille. Le deuxième élément, c'est la question de ce qu'on peut mettre sur pied. Alors, on a donné des tas d'exemples et je les trouve intéressants et on les rejoint. Et d'ailleurs, s'il y a des votes dans un Parlement et si les financements sont disponibles, il est fort probable qu'on ira tous dans le même sens. Mais l'élément principal, c'est le non-recours. En fait, moi, le constat, c'est qu'on met à disposition des citoyens et des citoyennes énormément de choses et parfois, il y a un non-recours. Et donc, de notre point de vue, un des mécanismes qui devra être mis en place lorsqu'on aura identifié les personnes, c'est une forme d'autonomisation des droits. C'est essayer de garantir que ce droit soit effectif, pas simplement déclaratif. Et donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'un des lieux qui peut aussi également énormément aider, ce sont les PMS. Je pense qu'effectivement, ils disposent de relais, de bases de données, d'un nombre d'assistants sociaux qui quadrillent les communes et qui peuvent être un relais assez important. Ensuite, il y a le volet répit. Et effectivement, je pense qu'à un moment donné, on doit être attentif aux personnes qui, à un moment, ont donné beaucoup de leur personne et qui ont besoin de se reposer. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, à un moment, effectivement, pouvoir souffler. Parce que, comme je le disais, je pense véritablement que être aidant proche, ça doit être quelque chose qui doit être valorisé. C'est quelque chose de positif. Simplement, ça ne doit pas être quelque chose d'épuisant, cassant et qui détruit la personne. Et c'est cet équilibre-là qu'on doit rencontrer. J'ai lu effectivement le mémorandum avec attention et donc je ferai pas la comparaison entre les propositions qui sont faites et les propositions d'écolo, mais je pense que l'amélioration de l'offre de soins psychosociaux à domicile qui est faite pour l'ensemble des personnes. Et là, j'en reviendrai aux déterminants de la santé, en fait. Je pense qu'à partir du moment où on travaille sur les questions de déterminants de la santé, c'est-à-dire améliorer l'offre de services en termes de soins de santé, de logement, d'accessibilité à l'enseignement avec un enseignement gratuit, enfin, tout ceci, eh bien, ça ne peut qu'aider le jeune également. Et donc, il me reste... Quoi ? On est déjà à 5 minutes ? Non. Ah bon, voilà. Et donc, et puis, il y a effectivement une des propositions qui était faite, c'était sur la question de la charge mentale de ces élèves. L'accompagnement, parce que la question de la santé mentale, on l'aborde beaucoup sur la question des jeunes. Et je pense effectivement que quand 14% des étudiants ont non seulement cette pression en termes d'enseignement où ils doivent réussir, mais aussi la pression à la maison, alors la charge mentale, elle devient excessive et c'est là que les pouvoirs publics doivent intervenir. Je vous remercie. Merci Monsieur Moussine. Mais je vais passer donc à la seconde question. Comme j'expliquais tout à l'heure, on va repartir par vous du coup. Vous allez de nouveau avoir 5 minutes. Vous avez déjà commencé plus ou moins à répondre en proposant quelques solutions. Donc, quelles solutions structurelles pourriez-vous apporter à ces jeunes pour qu'ils puissent bénéficier des mêmes chances que n'importe quel autre jeune du même âge? Quelles mesures proposeriez-vous? Mais comme je l'ai dit, pour moi, l'autonomisation des droits, c'est l'élément essentiel. Je pense que on l'a vu sur des tas de droits qui étaient des droits qui semblent acquis. Eh bien, on constate effectivement que ces publics-là, comme ils sont éloignés de l'information, n'y ont pas accès. On a également comme autre proposition, c'est de développer le statut d'aidant proche et de permettre une réelle conciliation donc entre la vie professionnelle, mais également la vie scolaire. Et je trouve que le volet vie scolaire, dans les législations qui ont été faites dans le passé, ont été sans doute trop souvent dans un angle mort, parce qu'on considérait effectivement que c'était la mission d'adultes qui travaillaient. Et même penser que ça pouvait être des enfants de 12 ans, 14 ans,
eh bien ça échappait parfois aux politiques. On a également la sensibilisation du public et des professionnels. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment faire une sensibilisation pointue. Je sais qu'on a tendance à vouloir faire de grandes informations très larges. Je pense qu'il y a un travail qui doit être plus pointu. Et comme je le disais, et on l'a un peu abordé au départ, il y a un projet qui est le PSSI, le Plan Social Santé Intégré. Et l'idée, c'est vraiment de travailler en bassin, c'est-à-dire de travailler par divers bassins qui seront faits à Bruxelles et de se dire qu'on confie à l'ensemble des acteurs du social et de la santé dans ces bassins des missions. Et ça peut être une des missions, c'est-à-dire comment accompagner ces jeunes. Et je pense que le PSSI qui est déjà mis en œuvre, mais qui prendra dans les années à venir de la force, c'est vraiment le meilleur moyen. Et puis, comme dernière recommandation, c'était donc faciliter l'accès. Et je crois que là, effectivement, on doit envisager sans doute dans différentes universités, hautes écoles, des lieux, des guichets uniques pour avoir ce type de service. Je pense que trop souvent, alors on a parlé de la complexité institutionnelle de la Belgique. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'elle est comme ça et qu'en fait, ça, c'est la cuisine interne du politique. Quand vous allez dans un restaurant, vous vous demandez pas ce qui se passe dans la cuisine. Ce que vous voulez, c'est un service dans la salle. Et donc, je pense qu'on peut faire des accords de coopération entre les différents niveaux de pourvoir en faisant de ce sujet une priorité et donc en permettant qu'on s'organise. Et effectivement, les mutuelles sont un des acteurs essentiels dans cette organisation. Merci beaucoup, Monsieur Herman. Ben oui, j'ai commencé par le dire tout à l'heure, la question du choix de société et des différents mécanismes de solidarité dans la société, bien, ça commence par la sécurité sociale. Et donc, si on continue la politique qu'on a menée ces dernières années à affaiblir la sécurité sociale, on va évidemment empirer la situation pour ces jeunes. Et donc, la première chose à faire, c'est d'avoir une politique de rupture avec la politique qui a été menée ces dernières années. Et quand je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais que ça fait réagir plus loin, mais quand on continue à dire qu'il faut des économies dans les services publics, quand on continue à dire qu'il faut 27 milliards d'économies, notamment dans la sécurité sociale, évidemment qu'on ne va pas améliorer la situation pour tous ces mécanismes de solidarité qui existent. Et donc ça, c'est le premier problème à prendre en charge. Alors pour les autres éléments, j'en ai déjà parlé. Je pense que c'est vraiment important. Justement, là, on parlait des économies, par exemple, au niveau des soins de santé. Donc, le fait que les hôpitaux soient complètement submergés, le fait que la première ligne manque à beaucoup d'endroits, qu'elle n'ait pas les moyens pour véritablement écouter les familles, être au service des familles. Et d'autres l'ont dit, hein, il y a toute une série de déterminants de la santé. Si on n'agit pas sur ces déterminants-là, notamment avec les maisons médicales, la situation ne va pas s'améliorer. Donc le rôle de la médecine de première ligne est pour nous très très important. Il faut vraiment refinancer cette médecine de première ligne, développer des maisons médicales multidisciplinaires avec, comme je l'ai dit, des assistants sociaux et différents métiers qui peuvent connaître la réalité des familles et, comme d'autres l'ont dit, il y a des mécanismes qui existent qui sont trop peu utilisés. Justement, la première ligne peut permettre de réorienter ou de proposer en tout cas des aides pour ces jeunes, pour ces familles. Alors, en ce qui concerne l'enseignement, j'en ai parlé tout à l'heure, donc j'entends bien que l'école a un rôle essentiel à jouer sur la sensibilisation des professionnels de l'enseignement. Je pense que c'est vraiment important. J'ai été enseignant et je trouve que quand on est face à des élèves qui sont dans certaines difficultés, évidemment qu'on ne va pas avoir le même comportement, on va proposer des aides supplémentaires, etc. Donc je trouve ça, voilà, le travail que font les ASBL dans le domaine sont évidemment très très importantes. Je les remercie vraiment, mais je vais juste donner l'exemple parce qu'on a parlé des équipes d'éducateurs, ou dans l'école où j'étais, les éducateurs allaient à domicile chercher les élèves, voir quelles étaient leurs difficultés. Vu que les écoles n'ont pas suffisamment de moyens pour faire ce travail, les éducateurs, ça demandait un engagement très important des équipes éducatives. Et je peux vous dire que c'était très très tendu, hein, c'était très très tendu. Il y avait beaucoup de burn-out, beaucoup de gens qui n'en pouvaient plus
parce qu'ils se retrouvaient face à des montagnes devant eux, énormément d'élèves qui étaient dans des difficultés, énormément d'aide à apporter. Et donc, il y a vraiment un véritable manque de moyens dans des écoles où l'équipe est très très mobilisée sur ces questions. Donc, il y a là vraiment un manque de moyens au niveau de l'enseignement qui est absolument criant, je l'ai vraiment vécu. On parlait aussi des centres PMS, donc pendant la crise Covid, ils ont reçu des aides. Malheureusement, ces aides n'ont pas été prolongées. On est venu avec cette proposition au Parlement en 2022, et aujourd'hui, la situation, c'est que quand les jeunes sont dans des difficultés, pour avoir accès au PMS, c'est parfois compliqué. Il y a énormément de travail pour ces centres, et là aussi, il faut vraiment refinancer ces centres. Et donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Merci. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment un manque d'argent, quoi. Un manque d'argent pour les secteurs sociaux, pour l'enseignement, qui fait partie de la question de la répartition de la richesse de la société. Et c'est cette rupture avec laquelle veut venir le PTB, et bien sûr, d'autres l'ont dit aussi, renforcer les associations de terrain qui connaissent parfaitement le problème et qui peuvent vraiment aider beaucoup plus alors d'écoles et d'institutions pour pointer et répondre immédiatement aux problèmes de ces jeunes aidants proches. Voilà. Mais merci beaucoup, Monsieur Nuño. Merci. Alors, donc la question, c'est de savoir quelles seraient les solutions structurelles qu'on pourrait apporter pour que ces jeunes puissent avoir accès à une vie de jeune comme n'importe quel autre jeune. Je pense que ça, c'est super important, et j'y reviendrai sur la question du répit. Donc, de pouvoir avoir le temps de vivre sa vie de jeune, de sortir avec des amis, de prendre des vacances, c'est excessivement important. Alors, de réussir ses études accessoirement si on en a envie, mais je veux dire, vraiment, ça, c'est quelque chose de super important. Alors, je pense qu'il faut se poser la question, c'est quoi une solution structurelle ? Aujourd'hui, il y a des solutions qui ont été mises sur la table. On a eu une loi, comme ça a été dit, qui a reconnu le statut. On a eu des arrêtés royaux qui ont mis cette loi en application. Alors aujourd'hui, on a quelques balbutiements d'avantages, des congés thématiques qui sont financés par l'ONEM, mais enfin, je veux dire, le dernier chiffre que j'ai, c'est qu'on recevait 868 € bruts par mois. Donc c'est peanuts, hein. Je veux dire, c'est vraiment plutôt de l'ordre, allez, je vais pas dire du symbolique, mais en tout cas, ça permet pas de maintenir un niveau de vie et un pouvoir d'achat suffisant que pour se dire qu'on fait ce choix de manière éclairée et libre. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt on y est contraint et forcé, et donc on va avoir une petite aide de la société si on en a besoin. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour valoriser, comme je l'ai dit tout à l'heure, valoriser tous ces gens qui contribuent de manière excessivement importante à notre vie en société. Parce qu'aujourd'hui, donc pour ça que j'ai parlé de solutions structurelles, on ne peut pas juste se poser la question de est-ce qu'on va augmenter ce congé thématique, est-ce qu'on va diminuer ceci, diminuer ça, ce ne sera pas suffisant. J'ai vu dans le mémorandum qu'il y avait plein de demandes très concrètes, et c'est normal, comme on pourrait penser à des interventions dans les questions de transport, plein de questions comme ça, mais est-ce que c'est la solution? Je ne pense pas, je pense qu'on doit se poser des questions plus larges. Mais par contre, je ne peux pas laisser dire que c'est tout blanc ou tout noir. Aujourd'hui, le fait de dire « ça n'est pas normal que des enfants doivent s'occuper et aider leurs parents », je peux l'entendre. C'est vrai, dans un monde idéal, c'est pas parfait. Mais aujourd'hui, c'est pas vrai que c'est un scandale monumental. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il faut évidemment que des enfants de 12 ans ils puissent aller à l'école et suivre leur scolarité. Mais aujourd'hui, même pour le patient en tant que tel, ça apporte beaucoup de bénéfices, parfois d'être soigné par un proche, d'être aidé par un proche. Quand je dis soigner, je ne parle pas de faire tous les soins, mais je veux dire d'être aidé, d'être accompagné, parce que ça permet d'avoir une personne de confiance, ça apporte un certain confort. Et donc aujourd'hui, il y a un autre chiffre qui est important, c'est de se dire que les aidants proches, ils représentent 80% du temps consacré aux soins pour les personnes âgées et en situation de handicap. 80% du temps. Est-ce qu'on peut réellement se dire que la sécurité sociale, d'un claquement de doigts, avec une rupture de système, va complètement tout financer et tout reprendre à sa charge? Je ne le pense pas. Donc aujourd'hui, je crois que la question qu'on doit se poser, c'est de se dire que c'est un fait. C'est une chose qui existe. On doit l'empêcher quand c'est vraiment néfaste pour les gens. Mais comment est-ce qu'on fait pour mieux valoriser ça? Comment est-ce qu'on fait pour se poser la question sociétalement, ces gens qui apportent bénévolement du temps, qui contribuent à la solidarité, intergénérationnelle ou non, comment est-ce qu'on fait pour les aider, les valoriser et les reconnaître dans notre société? Et ça, je crois que c'est un débat de société qu'on doit avoir, qui ne peut pas se limiter à dire rien ne va, on doit tout refinancer. Et on n'est vraiment pas suspect sur le fait de dire qu'on veut refinancer les soins de santé. Sincèrement, c'est vraiment la priorité numéro 1 de notre programme, mais il ne faut pas non plus se leurrer en disant que ça va permettre de tout régler comme problème. Donc, la complexité institutionnelle, je ne suis pas excessivement d'accord sur le fait que c'est juste de la cuisine interne.
Je pense que c'est effectivement un truc qu'on doit résoudre peut-être entre politiques, mais aujourd'hui, ça a un impact réel sur les gens qui en ont besoin. Donc, s'il y a un problème en cuisine, peut-être que le plat va pas être bon, qu'il va être avarié. Et donc, aujourd'hui, je m'inquiéterais quand même de ce qui se passe dans ma cuisine. Et donc, je pense que vraiment, on a besoin de résoudre ces problèmes, s'assurer que ça fonctionne mieux, avoir une plateforme de centralisation, un contact unique pour ces jeunes aidants proches en particulier, mais pour tous les aidants proches, en disant vous avez un problème, vous avez besoin d'aide, on vous crée un parcours de l'aidant proche. Je crois que c'est dans le mémorandum aussi. Mais donc ce parcours de l'aidant proche, il permet de vous sensibiliser, de vous éclairer sur vos droits. Alors sur l'automatisation des droits, je ne vois pas très bien quel droit on pourrait automatiser en fait, et c'est une question peut-être que je pose par naïveté, mais autant sur les allocations familiales, je pourrais comprendre qu'elles sont automatisées. Sur la bourse, les bourses étudiantes, je pourrais dire qu'on doit les automatiser, mais là je veux dire le fait d'avoir accès à un congé thématique, c'est difficile de l'automatiser. Et donc je pense plutôt qu'il faut avoir ce centre qui centralise, qui coordonne, et qui permet de dire par exemple dans cette question du répit, voilà je suis un jeune aidant proche qui aide mes parents de manière assez régulière, comment est-ce que je fais aujourd'hui parce que je dois prendre 2 semaines de vacances pour moi, j'en ai besoin, eh ben peut-être avoir accès en priorité à une aide familiale, à une infirmière à domicile, mais en tout cas mettre ça en place de manière vraiment... Et là, j'essaye de venir plus sur des questions structurelles, mais peut-être sur des points plus précis. Il me reste 30 secondes ou c'est fini? Ok, très bien. Et donc, vraiment, la question du répit, la question de la santé mentale, en fait, je suis président de Génération Engagée, donc les jeunes désengagés, on en a fait une priorité absolue. En fait, on a fait de ça notre priorité majeure il y a 1 an et demi. On a des gens dans la salle qui nous ont aidés à aboutir à des propositions concrètes qui ont toutes été adoptées dans le programme des engagés. Donc vraiment, la santé mentale des jeunes, d'abord, c'est une priorité, mais particulièrement pour ces jeunes aidants proches, comme ça a été dit, qui ont une charge mentale qui est excessive par rapport à leur âge et par rapport à ce qu'ils sont en capacité de faire, les aidants proches normaux aussi. Et donc là, on doit... Au-delà de se dire qu'on doit avoir un meilleur accès, on doit refinancer de manière absolue, on doit donner au-delà de l'accès à la psychologie, aux psychologues, parce que parfois c'est vraiment un pas d'aller chez un psychologue, ça doit être refinancé, ça a été annoncé, j'espère que ça va être fait, des séances gratuites. Mais donc on doit aussi avoir des lieux dans l'école, des lieux dans les organisations de jeunesse, des lieux un peu parallèles et parfois qui peuvent être plus neutres, qui permettent à ces jeunes de mieux s'exprimer sur leurs difficultés, leurs ressentis. Vraiment, ça prendrait plus de temps à exprimer, mais donc voilà quelques propositions. Merci beaucoup. Monsieur Osten, à vous. Merci beaucoup. Je vais rebondir immédiatement sur ce que Monsieur Herman a dit. Je pense que vous avez brossé une toile assez générale sur l'enseignement. Voilà. Initialement, je suis enseignant aussi. Vous allez vous dire que je suis venu pour vous parler de ma vie, mais voilà. Il se trouve que je suis enseignant aussi au départ. J'ai eu un moment toujours un peu tragique dans mon cursus. C'était le moment de l'évaluation. Ça a toujours été un moment vraiment très compliqué. Et d'ailleurs, on dit que les cancres font les meilleurs profs. Pourquoi c'était compliqué? C'est parce que j'avais toujours l'impression qu'on jugeait à un moment donné tout mon potentiel dans une parenthèse très courte. Et c'est ce que vivent les jeunes aidants proches, finalement. On leur demande à un moment où ils n'en ont pas la possibilité de dévoiler tout leur potentiel, alors que peut-être la veille, ils étaient occupés à faire bien d'autres choses que réviser le théorème de Pythagore. Donc, je pense que c'est une proposition claire qui peut être faite. Bon, moi, je travaille plus au Parlement régional qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est quelque chose sur lequel on a déjà tablé. C'était imaginer une proposition concernant l'évaluation de ces jeunes qui pourraient avoir un plan adapté. Je sais que les profs sont déjà mis à toutes les sauces, qui doivent être la rustine de la société à bien des aspects, mais je pense que un plan adapté pour des jeunes qui traversent ce genre de difficultés est une priorité, parce que, d'accord, lors d'une évaluation certificative, il n'y a pas des destinées qui se créent, mais il y a quand même des destins qui sont en jeu. Et je pense que c'est une mesure simple, peut-être pas pour l'enseignant, mais une mesure simple et efficace qui pourrait permettre à pas mal de jeunes de pouvoir sortir la tête de l'eau. Parce que l'école, quoi qu'on en dise au départ, est véhicule d'égalité, mais ça reste le lieu de grande discrimination aussi. On parlait du non-recours au droit. Je pense que les profils ont été identifiés qui peuvent empêcher ce non-recours. Comme rempart au non-recours, on a l'enseignant, on a le médecin traitant, on a l'assistance sociale, on a les mutualités. Je pense que ce sont autant d'outils dont il faut pouvoir se servir, mais il y a toujours cette absence de dialogue cohérent
entre les différentes institutions. C'est plus une réflexion qu'une détermination, mais est-ce qu'on n'est pas face à des fois certains sujets qui méritent une refédéralisation, tout simplement? C'est quand même dingue qu'on était obligé non, mais qu'on ait été forcé de constater qu'il fallait nous inspirer de nos homologues néerlandophones qui avaient déjà créé les Mantelzorgen. Voilà. Se dire qu'on est quand même sur des sujets qui sont aussi essentiels, aussi universels. Est-ce qu'on doit encore souffrir la division? Donc voilà, ça c'était pour le non-recours au droit. Et j'aimerais terminer par une petite chose, en rebondissant à nouveau sur ce que vous disiez, Monsieur Herman. Vous nous parliez du droit des enfants. C'est quelque chose que j'entends tout à fait. Mais je pense que c'est difficile de trouver dans toute famille saine un jeune qui ne voudra pas s'occuper de la personne fragilisée à ses côtés. C'est impossible de demander à un jeune, écoute, c'est pas ton problème, c'est pas ton business, va étudier le théorème de Pythagore. Je pense que c'est impossible de lui demander ça, mais là où je rejoins par contre, c'est qu'effectivement, alors c'est de notre devoir de mettre des moyens d'action nécessaires à pouvoir, si pas le suppléer, l'accompagner. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a suffisamment de propositions qui ont été envisagées et qui vont l'être par mes collègues. À vous, Madame Chabert. Merci. Je vais aller... J'ai compté, en fait, j'en ai 9, donc je vais aller un petit peu tout de point et peut-être je répondrai à vos questions et comme ça, j'ai le temps de tout aborder. Premier truc qui me semble essentiel, c'est déjà sortir du flou parce que quand on lit la législation, notamment la loi de 2014 et des arrêtés, et j'ai de nouveau fait des enquêtes par rapport aux mutuelles, etc., qui doivent donner la reconnaissance, mais c'est très flou sur la question des mineurs notamment. Et donc je pense que déjà il faut clarifier cette situation-là et donc étendre la possibilité, ou si elle l'est déjà, mais la rendre effective, parce que sur le terrain, franchement, ça n'est pas le cas. Et donc ouvrir cette reconnaissance à ce statut de jeune aidant proche qui existe théoriquement, mais qui dans les faits n'existe pas. Donc, je crois qu'il faut sortir du flou et puis donner du corps à cette reconnaissance. Qu'est-ce que ça pourrait être le corps? Ce corps-là, ça pourrait se traduire très concrètement par des aménagements raisonnables dans la scolarité. Et je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir avec UNIA, par exemple, pour reconnaître le statut de jeune, donc mineur aidant en situation d'aidance, comme un motif d'aménagement raisonnable, comme l'est le handicap, par exemple. Puisqu'on a des aménagements pour les jeunes en situation de handicap, nous n'en avons pas aujourd'hui, à ma connaissance, pour les jeunes qui s'occupent de quelqu'un. Donc ça, je pense que déjà, on commence par ça, ce serait vraiment énorme. Ensuite, les CPMS, les centres de CPMS, ça c'est... Bon, voilà, il y a vraiment toute une réflexion, une évolution de ces professionnels qui font ce qu'ils peuvent, mais pour être beaucoup plus dans ce qu'on appelle aujourd'hui, dans les politiques sociales, l'outreaching, mais aller vers les jeunes. Arrêter d'attendre que le jeune tape à la porte et dise « bon voilà, moi je m'occupe de ma mère ». Non, en fait, je pense qu'il faut vraiment être beaucoup plus proactif vers les jeunes. Et c'est la même chose pour les services sociaux dans le supérieur, que ce soit en haute école ou dans les universités. Il ne faut pas les oublier. Des infos centralisées. On a par exemple des ASBL qui aujourd'hui sont financés, pas assez, je sais bien, mais qui sont quand même déjà financés, qu'il faudra refinancer, qui proposent une espèce de centralisation de l'information. Il faut aller plus loin et se questionner, est-ce que c'est à une ASBL de le faire ou à un service public? Si oui, c'est qui? À Bruxelles. Donc moi je suis bruxelloise. C'est Phare, c'est Iriscare, c'est qui en fait? Et les jeunes, quel jeune connaît Iriscare, qui est en gros l'administration bicommunautaire de sécurité sociale bruxelloise? Qui connaît Phare par les personnes concernées? Et si on ne sait pas même soi-même qu'on est concerné, donc cette question de l'accès à l'information est essentielle. Il faut travailler avec les associations, mais beaucoup plus avec les pouvoirs publics, je pense. De ça, il faut aussi... Alors, il y a des services de répit. Le répit est essentiel. Je disais aménagement raisonnable dans le cadre du parcours scolaire, mais aussi des services de répit pour vivre sa vie de jeune. Et ça, je pense que c'est vraiment important.
Des études et des analyses, ça c'est quelque chose qui pourrait être... On parlait du PSSI, le plan social santé intégré, qui nous occupe beaucoup, nous, bruxellois, parce que ça va réorganiser la première ligne. Pour identifier les jeunes aidants proches et leur proposer des solutions adaptées, il faut déjà les rencontrer. Et donc ce PSSI, on l'a dit, via notamment les référents locaux qui vont mettre en œuvre toutes les premières lignes, il faut former ces gens-là pour... accompagner les jeunes vers des solutions, des solutions concrètes, et aussi vers une étude structurelle et globale, monitorée. Qui sont ces jeunes? Vraiment, on le sait, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Qui sont-ils? De quoi ont-ils besoin? Les questions de genre, les questions d'âge, les questions voilà, tout ça. Donc il faut monitorer, outiller et connaître. Mieux soutenir les associations, j'en ai parlé, notamment qui centralisent les informations. Je pense qu'on doit aussi beaucoup plus mobiliser des services qui sont financés par les pouvoirs publics, notamment, moi je pense à la CSD, mais qui sont les services d'aide à domicile. On a aujourd'hui des professionnels qui vont aider des personnes en situation de dépendance chez elles. Et ces professionnels, c'est ce qu'on a, ont une fonction aussi d'observatoire, ils voient ce qui se passe. Et si la dame qui amène le midi le plateau repas, ou l'infirmière qui vient faire voit le jeune, mais t'es pas à l'école aujourd'hui. Donc il y a aussi, je pense, cette fonction-là. On a une fonction de personnes qui sont au plus près des réalités des familles et qui sont dans des situations de dépendance, sinon il n'y aurait pas des soins à domicile. Et donc si on voit un jeune, là aussi on peut utiliser, enfin, voilà, vous m'avez compris. Prévoir des mesures de protection spécifiques, ça je pense que c'est essentiel, je pourrais développer. Le statut cohabitant, on en a parlé. Et puis ouais, voilà, je vais m'arrêter là, parce que je crois que je suis dans le temps, mais je peux développer chacun des points. Je suis désolée, c'était un peu... Je tiens aussi à préciser que depuis cette année, l'ULB, suite aux discussions que nous avons eues avec la SBL Jeunes Aidants Proches et le Centre d'Action Laïque, a créé un statut Jeunes Aidants Proches. Alors, l'ULB a créé un statut, tout à fait. Il y a aussi, je le disais, les jeunes ont besoin de lieux, et donc on a la maison des aidants proches. Je sais qu'il y a des jeunes aidants proches. Je sais qu'il y a des permanences le mercredi, etc. Je connaissais pas, mais je vois que là, à l'ULB, tous les mardis. Donc, il faut des lieux physiques, clairement, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Aïd Bala. Merci. Alors, en complément peut-être par rapport à mes collègues avec lesquels je suis quasiment d'accord avec les différentes propositions, je dirais qu'on est ici face à une problématique qui a une dimension transversale, en attendant évidemment potentiellement une réforme institutionnelle, mais en tout cas transversale, mais également interfédérale. Et donc, moi je proposerais effectivement qu'on puisse aborder cette question dans le cadre d'un plan interfédéral, voire un plan régional comme nous l'avions en fait déposé au niveau de la région Bruxelles-Capitale. C'est fondamental, et donc soutenir au fond tous les acteurs de social et de la santé, à commencer évidemment de manière micro, puisque je crois que j'ai donc parlé d'une approche macro, mais il y a une approche micro aussi, c'est évidemment soutenir les acteurs qui aujourd'hui sont sur le terrain, et en particulier l'association, la SBL, Jeunes Aidants Proches. Je pense qu'il faut partir évidemment de l'existant, renforcer aussi de manière structurelle. Donc c'est aussi sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligés annuellement de devoir rendre des comptes. Et je vois bien que c'est évidemment extrêmement difficile. Pouvoir aussi multiplier ce genre d'associations, puisque on l'a dit, vous n'êtes pas en capacité de répondre à l'ensemble de la problématique, des défis auxquels vous avez à faire face au quotidien. Je reviendrai évidemment sur la question du soutien psychologique qui a été aussi abordée par mes collègues, parce que je crois que c'est évidemment fondamental. On le sait, la question de la santé mentale est une priorité en tout cas pour nous, et doit être une priorité pour l'ensemble des politiques publiques. Je reviens aussi sur la question du répit et également du soutien pratique, et en particulier du répit que les jeunes peuvent trouver au sein de la SBL Clara. Et donc je pense que pour ce type d'association, il faut continuer non seulement à les soutenir, mais aussi à renforcer leur capacité de pouvoir répondre aussi aux demandes de ces jeunes. En ce qui concerne l'accès à l'éducation, évidemment, je rejoins évidemment ma collègue Delphine Chabert. C'est fondamental, évidemment. Il faut pouvoir trouver des modalités qui permettent évidemment à ces jeunes de pouvoir réussir leur cursus scolaire. Il en dépend de leur avenir. Il n'est pas question d'hypothéquer leur avenir, parce que au sein de la famille, il y a évidemment des
problème. La question aussi du réseautage, parce que je crois qu'il est important aussi de pouvoir mettre au service de ces jeunes des lieux où ils puissent aussi se retrouver et parler, échanger sur les problèmes qui les concernent de manière plus particulière. Alors là, ça c'était plutôt le volet qui concernait donc ces jeunes, mais il y a aussi il y a encore un volet qui concerne ces jeunes, c'est aussi la reconnaissance, la valorisation au fond de leurs compétences, parce qu'en fait ils ont une expertise, et cette expertise, il va falloir à un moment donné qu'elle soit aussi reconnue, qu'elle soit aussi certifiée. Je crois que c'est important. Alors l'autre volet qui concernerait davantage ceux qui leur viennent aussi en aide, je crois que il faudrait aussi pouvoir mettre en place davantage de structures qui soient en capacité de pouvoir évidemment de les aider, mais ces structures doivent pouvoir fonctionner aussi avec du personnel qui en a les capacités. Et donc, il faut pouvoir aussi former des personnes qui pourront également les aider à faire face à leur quotidien. Il y a peut-être aussi la possibilité, on peut y réfléchir, d'étendre les titres services pour des gardes d'enfants et de personnes âgées, de manière aussi à permettre justement à ces jeunes et à ces enfants de pouvoir être libérés de certaines tâches au quotidien. Voilà, je pourrais revenir éventuellement après pour les... Merci beaucoup. questions. À présent, je vais demander à la salle si certaines personnes ont des questions peut-être. Okay, je vais passer la parole à Madame Caroline Legrand. C'était très attendu. Mais un tout grand merci, moi ça me fait chaud au cœur de vous entendre, hein. Je vais pas vous mentir parce que vous semblez tous à peu près quand même au clair avec certains enjeux qui sont là et dans des réponses aussi plutôt chouettes. J'entends aussi que vous avez lu le mémorandum, donc c'est même tout à fait... ça fait plaisir. J'avais quand même envie de mettre, avant de commencer ma petite question, de mettre aussi en avant une autre ASBL qui est là aussi avec nous, qui est l'ASBL Étincelle, avec Carole Cocriano, Cocrémont, pardon, oui, qui travaille. Donc l'ASBL Étincelle est plus active en Wallonie et surtout la question de la santé mentale. Mais j'imagine qu'elle aura peut-être l'occasion de vous interpeller là-dessus. Bon, ma question, je vais la faire conjointement avec Amel dans son témoignage. Amel est une des toutes premières à l'ULB d'avoir pu bénéficier de ce statut aidant proche pour ses études. J'avais envie qu'elle puisse peut-être vous en dire un mot et puis après de voir comment on pourrait réfléchir un peu ensemble à implémenter ça. Si tu veux bien, Oui. Je vais me lever, comme ça tout le monde me voit, ce sera plus facile. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Amel Moufli, j'ai 21 ans. Je suis étudiante à l'école polytechnique de Bruxelles, à l'ULB du coup. Je suis la première à avoir obtenu, ou l'une des premières à avoir obtenu le statut aidant proche, qui m'a tout simplement énormément aidée au cours de cette année, notamment à aménager mon horaire et mes cours. Bon, ça m'a rajouté 1 an à mon cursus, mais ça c'est pas grave. Mais tout simplement pour continuer à avoir ces moments de répit, notamment comme dont vous avez parlé, à avoir des activités qui ne s'arrêtent pas à l'école et la vie d'aidant proche quand je retourne le week-end chez mes parents à Tournai. Donc voilà, ça m'a permis de rester vice-présidente d'une association à l'ULB. Mon papa a réouvert son restaurant, je dois le gérer aussi en rentrant le week-end. Ça me permet d'avoir un petit peu de temps pour moi à Bruxelles la semaine, qui est devenu au final mon lieu de répit, alors qu'avant c'était plutôt Tournai mon lieu de répit. Voilà, au niveau des aides dont on a besoin à Tournai, elles sont un petit peu compliquées et pas complètes parce que tout simplement mon papa est en centre de revalidation la semaine et à la maison le week-end, donc on n'a pas le droit à certaines aides qui nous seront disponibles normalement quand il sera de retour complètement à temps complet à la maison. Donc pour avoir ce statut à l'ULB, ça n'a pas été vraiment compliqué au sein de l'ULB ni au sein de ma fac, vu que tout le monde a été assez compréhensif. J'ai eu de ce statut grâce notamment au doyen de ma faculté, mais aussi à l'association Jeunes Aidants et Proches qui m'a aidé pour ce parcours de demande. La difficulté que j'ai eue, c'est au niveau de la mutualité, bien évidemment, qui était totalement au courant de la situation de mon papa, qui
enfin cet été, suite à une erreur médicale, est devenu tétraplégique. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus et dont la mutualité était très très au courant. Donc au départ, le statut m'a été refusé pour faire la demande à l'ULB parce que mon papa était toujours en institution et qu'il n'était pas de retour à la maison. Mais grâce à Guillaume qui a bataillé et qui a passé pas mal de coups de fil au niveau de la mutualité, j'ai quand même eu une attestation qui disait que j'étais bien dans une situation un petit peu compliquée. Et grâce à ce papier-là, j'ai pu introduire ma demande à l'ULB qui a été directement acceptée au niveau de ma faculté également. Voilà. Merci Amel. Et donc vous l'entendez, ça rejoint deux points qui ont été abordés par chacun d'entre vous quasiment. C'est ces besoins spécifiques que les jeunes aidants éprouvent pour réussir leur scolarité est réel. Il y a des professeurs au sein des écoles qui sont sensibilisés, qui sont bienveillants, mais qui n'ont pas non plus les moyens pour pouvoir accompagner ces enfants. Et donc, de même titre qu'il y a une circulaire pour les jeunes sportifs ou de haut niveau, ou pour les troubles 10, etc., on milite ici pour que les jeunes et aidants proches puissent aussi bénéficier d'un statut spécifique. Alors je ne sais pas comment c'est possible. Pour l'instant, on frappe à des portes et on nous les ouvre pas. Mais on est tous convaincus. Donc je me dis que ce serait chouette, en effet, de pouvoir réfléchir ensemble et de voir ce qui est effectivement possible pour décoincer ça. On l'entend, l'ULB est la première université et ça a un réel impact positif sur la vie des jeunes. On veut l'ouvrir aussi. Il y a des enfants, on parlait de 12 ans, mais on a au sein de notre association une petite de 8 ans qui change la poche stomacale de sa maman. Ça commence beaucoup plus tôt. On n'imagine pas la charge mentale et toute l'implication très très jeune. Et donc c'est de ne pas oublier non plus ces enfants en école primaire, en école secondaire pour les soutenir. Donc ça, c'est une première question qui serait de voir comment on peut en effet débloquer cette situation. Et l'autre, c'est aussi, vous l'entendez, la difficulté pour les jeunes aidants. On a parlé de la loi qui est plutôt pensée pour les adultes, qui n'est pas encore extraordinairement riche non plus pour les adultes. Elle doit encore prendre corps, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est pas du tout pensé pour les jeunes aidants. Et donc, en effet, les portes qui sont fermées quand on demande, c'est déjà compliqué d'aller le demander. C'est toutes des démarches administratives en plus à faire, etc. Mais voilà, comment on peut aussi penser les choses pour que cette reconnaissance des jeunes aidants puisse s'envisager. Voilà. Merci Caroline. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite prendre la parole? Je vois Madame Chabert qui hoche la tête, je vous en prie. J'imagine les autres aussi. Mais merci pour le témoignage parce que c'était vraiment, c'est vraiment important d'entendre ça. Une des demandes que nous avons, et donc vraiment, pas pour maintenant, mais pour la prochaine législature, c'est évidemment, mais donc, en fait, votre témoignage, je trouve, renvoie aussi au fait que cette reconnaissance renvoie vraiment à la compétence discrétionnaire des mutualités. Alors, je ne vais pas me mettre les mutualités à dos, vous savez, je suis socialiste et donc je travaille beaucoup avec une certaine mutualité. Mais en tout cas, c'est vraiment important d'avoir ça en tête, c'est qu'il y a un vrai pouvoir discrétionnaire. Pour ça et pour d'autres thématiques, des missions qui sont confiées à des organismes assureurs comme la mutualité. Et donc, j'entends que positivement, en fait, là, le statut a pu être octroyé, mais en tout cas, nous avons une demande qui est très claire, qui est d'étendre la procédure de reconnaissance du statut d'aidant proche, notamment aux personnes qui sont en institution, comme c'est le cas de ton papa qui est, je me permets de te tutoyer, qui est en centre de revalidation. Donc ça, c'est vraiment une demande importante qu'on a, de l'étendre aux mineurs de manière beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui de nouveau c'est possible mais c'est pas très clair, j'ai fait plusieurs agences de mutualité, c'est quand même pas très clair, donc je pense qu'il faut clarifier là-dessus. Sur un statut spécifique, là je pense qu'il faut réfléchir et qu'il faut je veux pas me prononcer aujourd'hui, sauf à dire qu'il faut le réfléchir et le réfléchir avec vous, parce que créer un statut c'est important, ça octroie des droits. Mais attention, parce que pour avoir un statut, il faut mettre des critères. Vous mettez des critères, vous excluez des gens, parce que vous aurez toujours quelqu'un
qui est plus ou moins à moitié, mais qui ne répond pas complètement aux critères ou à la somme des critères qui vont permettre l'accès au statut. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui se réfléchit et qui se construit surtout avec vous, en fait. Et là, j'avouerai que nous, on n'a pas de proposition. Et l'autre intervention, c'était sur la loi de 2014, les arrêtés de 2020. Oui, sont très 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 adultes, on en est tout à fait conscient, et c'est pour ça qu'on a des tas de propositions pour justement intégrer les réalités. Alors, je vous épargne la lasagne parce que la loi, c'est du fédéral. Ce dont vous avez besoin, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus au niveau communautaire, Fédération Wallonie-Bruxelles, et régional sur les questions, parce que les services de répit sont financés par la COCOF à Bruxelles et par la VIC, je crois, en région Wallonne. Donc c'est du régional. Donc, ce dont vous avez besoin très concrètement, c'est plus au niveau pas de la loi, mais plus au niveau des décrets, des ordonnances. Et donc ça, ce sont aussi des choses à travailler. Mais avec vous, je vous ai fait toute une liste de propositions sur lesquelles on travaille déjà. Après, on verra ce qui aboutit. Je ne vais pas être plus longue. Merci. Quelqu'un d'autre? Monsieur Osten, je vois qui se lance. Oui, tout à fait. Écoutez, moi je trouve que justement ce genre de témoignage, c'est la clé finalement. Je pense que les témoignages sont autant de questions adressées à un système qui, face à une situation complexe, offre toujours une sorte de moule carré, comme ça, où voilà, si on ne correspond pas à ce qu'il dicte, finalement, on en est exclu. Donc je pense que ce genre de témoignage, en fait, va faciliter la vie des politiques aussi, parce que certains politiques n'ont pas dans leur angle dans leur mire cette thématique, non pas par mépris, mais par méconnaissance, par ignorance finalement. Voilà, on peut pas être conscient de tout. Et je sais par exemple que à la Casa Clara, il y a un témoignage le 12 mars de Simone. Si j'ai comprendre, enfin dans mes mails, qui viendra exprimer son histoire, qui a écrit un livre. Je pense que il faut pas vulgariser, mais en tout cas faire la promotion de ce genre de témoignage, parce qu'on en a vraiment besoin. Concernant la complexité, on a parlé du non-recours, mais la complexité de l'absence de transparence par rapport aux aides possibles, et notamment quand on est jeune et qu'on ne sait pas à qui s'adresser. J'aimerais juste faire un petit rappel par rapport à l'handicap, de manière générale. Pendant longtemps, on a entendu des gens se plaindre et dire écoutez, voilà, l'offre, elle n'est pas claire. On en a assez, on ne sait plus à qui s'adresser. Voilà. Dès qu'on téléphone à la COCOF, on ne sait pas qui on doit avoir en ligne, pourquoi. Ces demandes ont été entendues. Maintenant, on a fait le premier pas vers une cocomisation. Et la suite, maintenant, ça sera le guichet unique. C'est quelque chose qu'il faut retenir, parce qu'en fait, on ne peut pas dresser un constat sans hériter de perspectives à la suite. Et je pense que cette perspective-là est plutôt réjouissante, parce que ce sont autant de témoignages qui ont été entendus. Donc, simplifier le rapport à l'offre, simplifier l'information, véhiculer les témoignages, et plus encore que de simplifier le rapport à l'offre, peut-être même dresser un cadastre de la demande. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, qui, notamment, les questions de handicap passent par là aussi. On a fait, voilà, un cadastre des besoins et de l'offre. Je pense qu'ils doivent se dresser en miroir. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Osten. Monsieur Moussine, vous souhaitez prendre la parole? Bien. C'est pour rebondir en fait sur la question effectivement de la complexité des offres, des services et sur le fait, et j'insiste sur le non-recours, je pense qu'effectivement il faut le voir sous deux angles. Il y a les aidants et les aidés, et donc déjà s'assurer que les aidés aient tous les services auxquels ils ont droit, et très souvent c'est pas le cas. Et on a travaillé effectivement pendant 5 ans sur la question du handicap, et les personnes en situation de handicap ont plein de droits. Simplement, c'était illisible. Il
ils parvenaient pas à trouver le service, ils comprenaient pas. Et on a envisagé effectivement de se dire, il faut simplifier l'institutionnel et tout. Et pour finir, le gouvernement bruxellois et de la COCOF a décidé de faire une chose, effectivement, c'est un guichet unique. Il va être mis en place en 2024. Vous téléphonez et on vous demande pas si c'est une question fédérale, régionale ou communautaire. On vous dit c'est quoi votre problème? Ok, je l'analyse et eux se chargent ensuite dans la cuisine. Et nous, on s'assure que la cuisine fonctionne bien. Voilà, on s'assure que la cuisine fonctionne bien. Mais le citoyen, c'est pas son problème. Et c'est pas son problème. Et quand au guichet unique, on leur donne les informations, on leur donne les documents, on les aide à remplir le document. C'est vers ce service aux citoyens. Et c'est pour ça que je ne veux plus parler d'institutionnel, parce que très souvent, quand on veut noyer sa responsabilité politique, eh bien, on parle d'institutionnel. Et donc là, maintenant, nous, on veut offrir un service aux citoyens qui soit clair. Et sur le non-recours, comme je le disais, c'est aussi pour les aider, parce que je pense que si les pouvoirs publics aident les aider, ils aideront les aidants. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on doit faire. Merci, Monsieur Moussine. Monsieur Vermand, allez-y. Merci. Oui, deux mots là-dessus aussi. D'abord, je voudrais mettre en avant le fait que si les choses changent, il ne faut pas trop attendre des politiques qui prennent des initiatives. La mobilisation des associations est extrêmement importante. Donc je voudrais vraiment dire ça, ne pas penser que ça va venir d'en haut. Je pense que dans l'histoire sociale et dans l'histoire de tous les problèmes qu'on connaît sur le terrain, en général, quand ça bouge, c'est parce qu'il y a la mobilisation des gens. On le voit aujourd'hui avec ce que vous faites. Et ça, c'est la première chose qui est importante. Sur la question des compétences, donc, suite à des auditions au Sénat, donc les services bruxellois expliquaient au niveau des services publics qu'ils avaient encore des réunions il y a quelques mois sur l'application de la 6e réforme de l'État qui a eu lieu, si mes souvenirs sont bons, en 2014. Enfin, et donc ça fait des années, ça fait 10 ans, qu'on a des réunions et des réunions et des réunions, surtout en ce qui concerne justement le handicap. Donc il y a les homes pour personnes handicapées. Si on sort d'un hôpital qui n'est pas universitaire, c'est fédéral. Si on sort d'un hôpital universitaire, c'est la communauté française. Quand on arrive à la maison, si on a affaire aux médecins, c'est la médecine de première ligne. Il y a un petit peu de régional là-dedans. Et donc on a parlé ici de la COCOF, et donc il y a un micmac institutionnel dans ce pays qui est hallucinant. Et donc je trouve que pour des cas comme ça qui sont à la croisée de certaines compétences, ça montre tout l'enjeu et je pense qu'on n'est pas les seuls à le défendre, tout l'enjeu de la refédéralisation des soins de santé, et qu'on ait un seul ministre qui se sent véritablement responsable de A à Z de la politique de santé, depuis le curatif, en passant par la prévention et tous les secteurs qui sont liés, parce que sinon, voilà, nous on pense qu'on va pas résoudre ces problèmes simplement en disant que les services publics n'ont qu'à se débrouiller. Non, il faut une volonté politique pour régler les problèmes et tirer en avant quand ça ne fonctionne pas. Voilà. Monsieur Nuno. Merci. Alors donc sur la question spécifique ici du témoignage, donc c'est d'abord positif de se dire que quand l'université a les choses en main, elle est capable de créer des aménagements. Donc nous on est favorable dans notre programme à octroyer le statut PEPS. Donc en fait, c'est projet pour étudiants à profil spécifique aux étudiants qui sont des aidants proches. Et donc, soit on le nomme étudiant aidant proche et c'est très bien, mais ça c'est un canal qui permet de le faire et donc qui permet d'aménager le cursus. Donc en fait, de faire ce qui a été fait à l'ULB, mais de manière générale dans les universités et les hautes écoles. On a aussi plein d'autres propositions sur la valorisation, etc. Et c'est marrant que vous ayez fait la liaison avec les sportifs de haut niveau parce que je l'avais noté, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est vrai qu'on est capable d'aménager ça pour des gens qui ont une carrière de foot ou de basket, et on n'est pas capable de le faire pour des jeunes qui prennent soin de leurs parents ou d'un proche. Donc je pense que là, on doit être capable de le faire et il n'est pas question de se dire que c'est possible ou pas. Je voulais quand même réagir sur la question de l'institutionnel. Parler d'institutionnel, c'est pas se défaire de ses responsabilités. C'est prendre un problème, cibler une cause et dire je vous dois l'honnêteté de vous dire que suite à cela, la solution est complexe. Ça n'est pas dire que nous ne sommes pas responsables, ça n'est pas dire qu'il n'y a pas de problème, c'est dire qu'il existe un problème et qu'il faut le résoudre. Parce qu'à un moment, vouloir cacher cette difficulté en disant « vous inquiétez pas, il y aura un guichet unique », alors nos organisateurs du CAL savent que je commence à être habitué à venir débattre de plein d'autres sujets. Je peux vous dire qu'en économie ou en entrepreneuriat, quand on leur parle de guichet unique, ils nous regardent comme ça en disant « très bien, ça fait 20 ans qu'on nous en parle, ça fait 20 ans que
Tous les gouvernements mettent en place des guichets uniques. Dans la question du digital, par exemple, il y a aussi la question du guichet unique. Et puis en fait, le guichet unique, c'est un super mot, c'est un super concept, mais dire derrière les services, débrouillez-vous, vous allez vous en sortir, c'est impossible. C'est impossible. Si on ne vient pas remettre de l'ordre là-dedans avec du courage politique, en disant aujourd'hui la santé, c'est une compétence qui doit être mieux gérée, on ne peut pas simplement dire à des fonctionnaires, alors nous, on n'a pas réussi, mais vous mettez-vous d'accord et ça va marcher. Donc, désolé, mais le guichet unique... Alors évidemment, il faut un point de contact unique pour les aidants proches, c'est excessivement important, mais venir dire que c'est la solution et que l'institutionnel, c'est pas un problème, ça, c'est se voiler la face. Madame Aïd Bala. Merci. Madame Aïbala, oui, non, je serais juste rapide. D'abord pour remercier la jeune fille pour son témoignage, mais surtout aussi pour la féliciter pour son brillant parcours, parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile au quotidien. Mais je pense que votre témoignage est évidemment extrêmement éclairant sur justement tout ce que le politique doit encore faire et toutes les réponses qu'on doit encore apporter à ces nombreuses questions pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas de réponse. On parle effectivement d'un guichet unique, oui, mais comme l'a dit mon collègue, guichet unique ne répond pas non plus à toute la problématique. Donc voilà, juste pour dire que fondamentalement, nous avons évidemment pris note de ce que représente au fond votre cas en particulier, mais qui certainement est à l'image de ce que d'autres vivent au quotidien. Ben, merci beaucoup. Ben, malheureusement, l'heure avançant, je vais devoir tout doucement arriver à la fin de cette rencontre. Alors, ben, juste une petite réflexion quand même qu'on se faisait avec Sylvie, c'est qu'on n'a peut-être pas abordé la question du genre assez, à mon sens. On n'a pas parlé assez que c'était 85% des jeunes aidants proches qui étaient des femmes. Mais bon, c'est assez court, je tenais quand même à le souligner. Alors, ben, je vais quand même d'abord vous remercier pour votre présence, merci pour vos avis et vos réflexions. Je crois qu'on a déjà mis plusieurs pierres, encore une en plus aujourd'hui. On ne va pas perdre de vue le dossier. Il y a eu pas vraiment des promesses, mais des volontés de travail, je veux dire en collaboration notamment avec la SBL Jeunes Aidants Proches. Donc nous, on va suivre ça de près. Et on vous invite déjà au prochain Midi Pile, hein, puisque le 21 mars, on en a un autre qui s'intitule L'intelligence artificielle vers un réel cadre éthique en Belgique. Vous êtes évidemment les bienvenus. N'hésitez pas à diffuser l'info. Je vous propose de continuer nos discussions juste ici à côté autour d'un sandwich et d'un petit verre d'eau. Merci à tous et bon après-midi.